Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver. Merci de nous recevoir chez vous. Canal Enquête ce soir nous amène bien entendu dans la zone industrielle de Glodjibé où s'opère une transformation accélérée de l'industrie béninoise. 62 ans après son indépendance, le Bénin est résolument engagé dans l'industrialisation de son économie. Si le port autonome de Cotonou est jusque-là désigné et considéré comme étant le poumon de l'économie, bien entendu, la GDIZ pourrait en être le cœur. On ne parle que de ça. À l'intérieur du pays, sur le site, les visites s'enchaînent. Tout le monde veut voir à quoi ressemble de plus près la zone industrielle de Glodjibé. À l'extérieur du pays, les autorités béninoises sont à la pêche des investisseurs. Le chef de l'État assure lui-même le service. Mais ce soir, dans ce numéro de Canal Enquête, nous amenons la GDIZ dans vos maisons. Dans cette enquête, la GDIZ au-delà des murs. Et puis après, dans la deuxième partie de cette émission, je serai avec mes invités. Nous allons bien entendu discuter sur le modèle économique, les opportunités d'emploi et l'attente également des consommateurs. Voilà le reportage. Suivez. L'avenir économique et industriel du Bénin se joue dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans la zone industrielle de Glodjibé. C'est un projet phare du gouvernement du président Patrice Talon. À la date d'aujourd'hui, les travaux de la première phase de la zone industrielle spéciale de Glodjibé sont terminés. 62 ans après son indépendance, le Bénin est résolument engagé vers son industrialisation. Canal Enquête vous amène au cœur de la zone économique de Glodjibé. À 45 km de Cotonou se dresse la zone industrielle de Glodjibé. C'est la plus grande attraction des investisseurs à la recherche d'une zone intégrée allant de l'approvisionnement en matières premières à la transformation des ressources et à l'exportation des produits finis. Sur 1640 hectares, l'État installe les infrastructures nécessaires pour que les industries de transformation s'y implante. Devant la majestueuse maquette de la zone industrielle qui trône à l'entrée du site, on remarque aisément la grande vision du gouvernement et le rêve d'un développement industriel accéléré du Bénin qui se concrétise déjà. À la date d'aujourd'hui, les travaux de développement des 400 hectares pour la première phase du projet sont totalement achevés, ce qui ouvre d'emblée la voie à la promotion de la zone industrielle de Glodjibé. Et c'est dans ce cadre que les responsables en charge de la zone continuent de recevoir des visites allant des autorités nationales, des présidents d'institutions de la République, aux diplomates, passant par les personnalités de pays étrangers. Des dispositifs pour faciliter le développement des industries. L'industriel qui vient ici, il n'a pas d'autre, job que de faire son boulot, de développer son investissement et de gagner de l'argent. Ce que nous avons vu ici est impressionnant. Ça va très vite et ça ira encore plus vite puisque après ces 400 hectares, les 1200 hectares que nous sommes en train donc d'aménager d'ici la fin de l'année, donc seront encore disponibles pour encore plus d'entreprises. Moi je suis très impressionné par le dynamisme qui se dégage ici de cette nouvelle zone d'activité économique et le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite qu'à travers les liens d'amitié que nous entretenons entre nos deux pays, nous puissions accroître également les échanges économiques et je vois que cette zone d'activité ici offre d'énormes potentiels. L'infrastructure globale
est gigantesque. La réalité sur le site témoigne d'un impressionnant chantier en développement. Des entrepôts de type industriel, déjà opérationnels, et d'autres continuent de sortir de terre. Au total, 36 investisseurs ont déjà réservé un emplacement dans la zone économique. Ils sont facilement identifiables sur le site à partir de panneaux qui informent sur le nom de l'entreprise et le nombre d'emplois que son activité va générer. Au cœur de ce chantier pharaonique se trouve un centre de formation au métier du textile. L'une des vocations de la zone industrielle de Golodjibé est de transformer les 665 000 tonnes de coton produits au Bénin. Avec les usines intégrées de textile et les usines de confection, tout part pour générer à peu près 6,3 milliards de dollars. Dans ce centre de formation au métier du textile, de jeunes Béninois apprennent la couture sous la supervision d'instructeurs indiens. Ce jour-là, le centre a reçu de nouvelles têtes. Sur un total de 127 000 attendus, 510 jeunes sont déjà opérationnels. Steve Pativo est l'un d'eux. D'abord, j'ai lu sur Internet, comme tout le monde, que le gouvernement a lancé la construction d'une zone industrielle à Golodjibé. Donc, ma curiosité m'a amené à chercher à comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai compris que c'est l'ANPE qui a lancé, qui se charge du recrutement des jeunes ici. Donc, je suis allé sur la plateforme de l'ANPE, j'ai lu toutes les informations qu'il faut et j'ai postulé. Ensuite, j'ai été sélectionné la première fois pour suivre le premier test dans mon arrondissement d'origine. Donc, j'ai passé ce test avec succès. Ensuite, il y a eu un deuxième test que nous avons passé sur le site ici. C'est le test en couture générale. Donc, j'ai passé également ce test avec succès. Et ensuite, j'ai été classé dans le département d'ingénierie industrielle. Alors, dans ce département, qu'est-ce que nous faisons? Nous calculons chaque jour l'efficience, l'efficacité des opérateurs, ceux qui travaillent sur machine. Leur capacité à produire, combien d'habits est-ce qu'ils peuvent produire par heure, par jour. Voilà. Nous calculons également, nous faisons chaque jour le point de nombre d'opérateurs qui travaillent ici. Oui, nous calculons les ratios. Dans mon département, nous calculons également le ratio, c'est-à-dire le nombre de machines présentes, le nombre d'opérateurs sur machine. Voici des polos t-shirts et des polos simples confectionnés sur place ici dans cette unité par de jeunes Béninois. Dans cette unité de confection, le travail se fait à la chaîne avec un suivi rigoureux des encadreurs. Non, je dirais plutôt que c'est bon parce que je dirais ça relate un peu à mon domaine. Je dirais je suis dans mon domaine parce qu'en réalité je ne suis pas un opérateur direct. Mais autrefois, il faut que j'apprenne à connaître toutes les machines, comment est-ce que les machines fonctionnent, comment est-ce que je peux arriver à coudre les habits. Sinon il faut travailler premièrement pour faire les tests de dextérité, pour voir est-ce que je peux tenir. Et après ça, il faut aller sur les machines, faire les contrôles pédales. On parle de single needle, les machines à une seule aiguille. Single needle lock stitch, donc machine à une seule aiguille, on prend sur ça et ce n'est qu'après ça qu'on monte maintenant sur overlock, les machines qui servent à faire les suffilages. Et après ça, on monte sur flat lock, les machines qui servent à faire les oulets, pour faire les oulets des bas, des t-shirts ainsi que les sleeves. On veut parler des manches, les oulets des manches. Donc, après avoir pris connaissance de tout ça, là, on est formé par un master qui s'appelle Punkit à Training Session. D'accord, la session de la formation. Ce n'est qu'après ça, maintenant qu'on vient dans la session de la production même. La session de la formation, c'est de l'autre côté. Donc, après avoir pris par là et après avoir eu connaissance de comment fonctionnent les machines, donc je suis en fin de compte intégrer le département de l'ingénierie industrielle. Je ne suis pas encore un ingénieur industriel fini.
parce que je suis sous un master, un directeur général de l'ingénierie industrielle qui s'occupe à calculer l'efficience de chaque ligne. Il y a cette ligne-là, par exemple, qui s'occupe de crewneck en anglais. Bon, ici, on a des formateurs qui sont indiens qui ne s'expriment rien qu'en anglais. Donc, ils vont parler, par exemple, des t-shirts, on l'appelle crewneck. Et ça fait référence au col. Donc, on calcule l'efficience de chaque ligne. La performance de chaque ligne à la fin de la journée, il faut que nous puissions calculer cela. Ajouter à cela, il faut que nous calculions également le nombre de t-shirts qui restent, le nombre de t-shirts qui n'est pas encore cousu. On calcule ça également. En réalité, pour savoir comment est-ce que fonctionnent les opérateurs, à la fin de la journée, est-ce qu'ils ont eu à performer? Est-ce qu'ils s'améliorent dans le travail? Pour calculer un peu leur degré de performance chaque jour. Et bon, on constate effectivement d'amélioration parce qu'au début, difficilement ils arrivent à faire 100. Mais actuellement, cette ligne, par exemple, autrefois, ils ont eu à produire près de 700 par jour, près de 700 polos. Donc, parlant d'autres lignes encore, parlant des Lacoste. Ici, par exemple, pour faire, d'accord, pour confectionner un polo t-shirt, il faut au plus 5 minutes pour le confectionner. Mais de l'autre côté, pour faire les Lacoste, il faut 12 minutes. Donc c'est en fonction de ça. En une journée, par exemple, on fonctionne en 8 heures. Donc ça fait 480 minutes. Dans ces 480 minutes, on sait probablement combien de production la ligne peut faire, si tant est que pour confectionner un polo, ça fait 12 minutes. Donc c'est comme ça on calcule pour que les apprenants puissent évoluer dans le travail. Mais chacun avec son opération. Il y a d'autres qui font les side seams qui attachent ici. Il y a d'autres qui font les sleeve hem, ainsi de suite. Donc quand on se pose chez quelqu'un, il faut qu'on évalue combien de temps il prend pour faire, si c'est l'école, si c'est le side seam, ainsi de suite. Ça amène les apprenants à performer et à réduire ainsi de suite le temps de leur opération à chaque fois. De jeunes Béninois rompus à la tâche manipulent avec efficience ces machines de couture spécifiques. Les usines intégrées de textile qui transformeront jusqu'à 12,5% des fibres de coton du Bénin vont employer environ 150 000 personnes. Et c'est pour anticiper sur ce grand besoin de personnel qualifié au métier du textile que ces jeunes sont formés. Je me suis retrouvée ici par une inscription d'une plateforme. Je me suis inscrite sur une plateforme où j'ai été à l'NPE de Pedro Mélé, je crois, où j'ai suivi une série d'entretiens ou des tests. J'ai pris part des tests et je me suis retrouvée ici. Ici, bon, je suis sur les machines. Je fais les polos et le crewneck. Okay. Comme ceci. Alors comment tu es venu ici? Ok. J'ai juste su ça et c'est une mère à moi qui m'a dit qu'on fait les formations ici. Donc je suis juste partie à la mairie pour présenter mes dossiers. Et puis ils ont dit qu'ils vont sélectionner des gens. Après ça, ils m'ont appelé, les gens d'ANPE, ils m'ont appelé pour dire que mon nom est sorti de venir avec les dossiers, tel dossier. Et je suis venue ici avec les dossiers. Bien appliqué derrière le machine. Pour ces jeunes, c'est une expérience heureuse qui va déboucher sur un emploi certain. Je suis fière parce que le travail c'est bon. Parce que les polo t-shirts, je n'ai jamais trouvé cette machine auparavant. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé les différentes machines qui sont ici. Et ton travail, tu aimes ça? Oui, j'aime trop ça. Et j'apprécie tous les masseurs qui sont ici. Oui, ça se passe très bien puisque personnellement, moi,
c'est toute une... Je ne sais pas, c'est magnifique ce que je retrouve ici. Je n'avais pas idée de comment c'était. Quand on parle du textile, je n'avais idée parfaitement, je ne savais rien sur ça. Mais là, je vois comment nous avons deux types de production actuellement qui sont déjà mis sur le marché, si j'ai bonne mémoire. Nous avons les crewnecks et les polo t-shirts. Donc, je ne savais rien de tout ça. Donc, c'est tout un art. C'est juste magnifique. Bon, moi, je suis là à mettre les étiquettes sur les habits et pour mettre la différence entre le devant, derrière, les manches gauches et les manches droites pour ceux qui vont coudre au niveau de la machine. Votre travail, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Parce que ils nous ont chronométré, ils nous ont habitués pour qu'on puisse faire 60 habits par minute et ils nous ont évalué effectivement, ça a été abordable. J'ai aimé le travail qu'on a. Il y a 8 lignes ici, d'accord? Donc par jour, chaque ligne a un objectif à atteindre. Par exemple ici c'est la première ligne. Aujourd'hui notre objectif c'est 400. On doit produire 400 habits 7 jours. Donc à la fin de la journée, parfois on se retrouve, on atteint les objectifs. Parfois on fait 400, parfois on fait 420. On met la pression pour que ça donne. La ligne de par exemple, l'objectif aujourd'hui c'est 680. Donc on met la pression, parfois on atteint les 600, parfois 620, parfois on dépasse. Moi c'est une grande joie, c'est une aubaine d'ailleurs. Parce que cela me permet de découvrir du monde, d'apprendre beaucoup d'autres choses. De voir de nouvelles choses. Voilà. Le processus de confection des polos t-shirts et de polos simples s'achève par l'emballage et la mise en carton des t-shirts. Au milieu des machines et de leur bruit, le rôle de Dame Marley est de superviser le travail des opérateurs. Et nous avons pour mission de motiver, de superviser les opérateurs. Là, nous avons les opérateurs. Dans la salle, vous aurez constaté qu'il y a des choses qui ne sont pas sur machine. Là, ce sont nos opérateurs. Donc, chacun a pour rôle, là, de là-bas, jusqu'à la fin de la ligne, nous avons le stationnement là où les gamètes sont coupées du niveau cutting. Arrivé là, il y a différentes opérations de la plaquette jusqu'à la finition. Et toutes ces opérations se passent sur de diverses machines. Dans la maison justice, nous avons au total 15 machines. Parmi ces machines, nous avons 3 types de machines qui nous sont prioritaires. L'objectif du gouvernement, en créant cette zone industrielle, est de faire du Bénin un hub industriel et d'assurer aussi la transformation des produits agricoles en captant de manière beaucoup plus importante la plus-value des produits agricoles du Bénin. Au-delà des murs de la zone industrielle, se trouve également un entrepôt de type industriel de stockage de noix de cajou. À l'intérieur, une quantité non moins importante de noix de cajou déjà stockées, avec un incessant mouvement de va-et-vient de jeunes ouvriers payés à la fin de chaque journée pour le nombre de sacs chargés dans l'entrepôt. Des emplois indirects assez intéressants. En ce qui concerne les noix de cajou déjà en stock, voici l'usine qui va en assurer la transformation. À l'intérieur, son installation est très avancée. Elle va employer 350 personnes et démarre ses activités en octobre.
c'est l'objectif de l'entreprise derrière cette usine. La GDIZ, c'est avant tout la volonté du chef de l'État béninois et c'est un détail à mettre sur la carte d'identité de cette zone spéciale. Rien qu'à voir la façon dont lui-même en parle, cela en dit long sur l'intérêt qu'il accorde à l'industrialisation du Bénin. Mais une zone industrielle, aussi spéciale soit-elle, ne représente rien sans des investisseurs. Et pour cela, il faut aller les chercher, ici ou ailleurs s'il le faut. Une fois encore, c'est le chef de l'État lui-même en personne qui est à la manette. Le président de la République a participé le mardi 30 août 2022 à la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Mouvement des entreprises de France, MEDEF. À cette occasion, il a fait savoir que c'est maintenant qu'il faut venir investir au Bénin. Ça, le message que vous êtes venu porter pour dire aux entrepreneurs qui sont réunis aussi ici, qui sont aussi peut-être des investisseurs, que le Bénin est peut-être un pays auquel il faut penser quand on a envie de se développer en Afrique, un pays dans lequel, j'allais dire, il fait bon investir, entre guillemets. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui m'entendent, c'est le Bénin a changé. Le moment est arrivé. Que ceux qui ne sont pas béninois m'excusent, le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires, c'est en cours, mais c'est bien engagé, aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité, et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. Il n'a pas manqué de dire, avec insistance, combien il attend l'installation des investisseurs français dans la zone industrielle. Pour l'instant, seuls les Asiatiques, notamment les Chinois et les Indiens, sont au rendez-vous. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain. Lors de sa visite fin juillet 2022, sur le site de la GDIZ, le ministre délégué chargé du commerce intérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger a affirmé que les investisseurs français s'installeront bientôt. Et donc quand je regarde la carte que vous nous avez présentée sur cette zone industrielle de Glo-Jigbe, on voit forcément les opportunités qu'il y a pour les entreprises françaises. Et je le dis aux entreprises, on organisera les choses. Voilà, pour ma part, il n'est pas compréhensible qu'il y ait dans la phase 1 aucune entreprise française. La France, pour l'instant, est absente de la première phase, mais il y a 3 phases et je souhaite que dès la phase 2, nous ayons des entreprises françaises qui s'y installent. Certaines sont déjà venues avec moi aujourd'hui et ont vu la zone et je suis sûr que certaines d'entre elles investiront très prochainement. Et nous allons monter 2 missions économiques. Nous en avons une qui sera prévue d'ici à la fin de l'année pour que les Béninois puissent venir présenter cette zone aux investisseurs français. Et puis ensuite, je suis certain que les investisseurs français viendront à leur tour au Bénin, voir de leurs yeux ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire le miracle économique qui est en train de se produire, à la fois dans l'aménagement, mais surtout dans le dynamisme économique de l'implantation des entreprises. Avant cette rencontre en France, le chef de l'État au Bénin a eu également l'occasion de dire au président français que les premiers venus
seront les mieux servis à la zone industrielle de Golo-Djibé. Cette déclaration a eu une résonance toute particulière pour les investisseurs. Bon, les premiers services, je pense effectivement, actuellement, on est très occupé à agrandir cette première zone de 400 hectares. Donc, on va très bientôt commencer à avoir cette extension. Et oui, les premiers servis vont effectivement avoir les terrains qu'ils convoitent. Et apparemment, il y a une grande convoitise, donc on a intérêt effectivement à se dépêcher, oui. Pour Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs du secteur privé, le modèle béninois en matière de zone industrielle est un modèle bien perfectionné. Bien, c'est une décision extrêmement intéressante. Donc, bien entendu, il y a déjà des zones industrielles qui ont été créées dans différentes parties du monde, donc c'est un modèle qui est connu, mais enfin c'est un modèle ici qui a été bien perfectionné, qui surtout a été mis en place avec une extrême rapidité. Donc depuis le mois d'avril, je pense, il y a déjà les 400 premiers hectares qui sont prêts. L'idée, c'est d'aller par étape à 1600 hectares. Alors remarquons déjà que les 400 hectares devraient être entièrement occupés en 2024. Ils sont déjà entièrement loués maintenant et les usines sont en train d'être montées. Donc le programme attire les investisseurs, c'est clair. Et je pense que le groupe Olam qui est derrière a fait un gros travail pour faire venir tout un réseau d'entités qu'il connaît déjà. La zone jouit d'une grande autonomie et dispose d'un espace industriel, d'un espace commercial, d'un terminal à conteneurs, des espaces de stockage, d'un guichet unique, d'une caserne de pompiers, un centre médical, un poste de police et bien d'autres installations. En gros, c'est un modèle en matière de zone industrielle dans la sous-région. Un modèle qui a un coût, plus d'une centaine de milliards de francs CFA, ne serait-ce que pour la première phase. Et c'était là le résultat de notre enquête, la GDZ au-delà des murs, de la deuxième partie de votre émission. Je suis avec mes invités. Le premier, M. Roland Ribou, vous êtes président du Conseil des investisseurs au Bénin, c'est important. Merci vraiment d'être là avec nous ce soir. Et puis, jusqu'à côté de vous, Madame Evelyne Ndabanlizé, directrice générale ITM, qui est un cabinet de placement de talents et de formation du personnel dans plusieurs pays. Je peux citer le Nigeria, la RDC, le Rwanda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya et le Bénin, bien évidemment. Et puis, juste en face de vous, Monsieur Herman Maurice Metton, président ONG Bénin Conso et droit de l'homme. Vous êtes de ce fait un grand défenseur du droit des consommateurs. Merci aussi d'être là avec nous ce soir. Et jusqu'à côté de vous, le professeur Albert Rolonkou, directeur... Lady Rolonkou. Ah, ok, mais vous avez dit Maurice de l'autre côté. Absolument. D'accord. Merci de l'ajouter. Voilà. Vous êtes directeur de l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et de management. C'est avec vous que je vais commencer, bien entendu, cette deuxième partie. Vous venez de suivre notre enquête. Vous êtes allé une fois visiter la zone économique et industrielle de Golo-Djibé? Oui, j'étais allé là-bas hier grâce aux diligences d'un assistant du ministre. C'est ça. Et puis j'étais là-bas, on m'a fait promener sur le site, on m'a montré les réalisations. C'est un grand site. Je crois, absolument. Près de 17 km², 1640 hectares, près de 25% de la surface de Cotonou. Donc je crois que c'est un grand centre, très intégré. Autonome sur un certain nombre de plans, sur le plan de l'électricité, de l'eau, etc. Et puis, avec un aspect logistique très fourni. Je crois que c'est une très belle initiative. En tout cas, avec vous, ce qui nous intéresse, c'est ce choix, ce modèle qu'a fait le gouvernement de construire une zone industrielle. Qu'est-ce que cela vous dit? Oui, bon, de toutes les manières, quand on voit les trois secteurs de l'économie, on parle de secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire, on voit que le secteur le plus productif, c'est le secteur secondaire, mais c'est le parent pauvre de l'économie béninoise. Donc le fait
booster l'industrialisation, je crois que c'est une bonne initiative. Il faut plusieurs, zones de développement industriel comme ce qu'on est en train d'avoir à Glodigbé. Et ça va vraiment hisser le Bénin sur le plan industriel et augmenter bien sûr la productivité. Et dans ces initiatives, ce que le gouvernement lui cherche, c'est la croissance économique et la création d'emplois. Ce sera au rendez-vous avec ça, vous pensez? Oui, bon, évidemment, comme je le dis, Glodigbé seul ne suffit pas parce que c'est le début. Il faut plusieurs Glodigbé comme ça, et là, ça va permettre effectivement de hisser le Bénin, en tout cas sur le plan industriel. Parce que, bon, si je le dis, c'est parce que j'avais discuté avec les gens du site hier, ils me disaient, OK, pour certaines productions, comme la noix de cajou, dans une certaine mesure pour le soja, il peut pratiquement transformer les 100% sur place. Alors que pour le coton, on est autour de 8, 9%. Jusqu'à 12%. Parce qu'on installe trois usines qui vont employer chacune peut-être 10 000 à 10 000 personnes. 10 000 tonnes de coton fibre, ça va être 30 000 tonnes, alors que le Bénin produit près de 500 000 tonnes de coton fibre. Donc, on ne peut pas dire que c'est un goutte d'eau, mais c'est un pas, parce que pratiquement 0% était transformé sur place, et maintenant on est à ce pourcentage proche de 10%. Je crois que c'est une bonne initiative. Mais dans ce sens, on peut effectivement préconiser qu'il y ait plusieurs Glodigbé avec les faveurs qu'on accorde aux acteurs de la zone, et puis la présence des infrastructures aussi. Quand vous avez l'autonomie en eau, l'autonomie en électricité, je crois que c'est une bonne chose. Et quand on positionne cette zone dans la sous-région? Quoi? Quand on positionne cette zone dans la sous-région? Oui, c'est pourquoi, bon, c'est une zone qui est orientée exportation, mais moi je veux dire, ce qu'il faut faire, il faut aussi penser au local, en tout cas la consommation locale. Et quand on parle de la consommation locale, il y a un certain nombre de politiques qu'il faut mettre en place, dont la politique commerciale aussi. Je discutais avec un représentant de la zone hier, et il me disait que par exemple pour l'Inde, vous ne pouvez pas importer de noix de cajou transformées. C'est-à-dire, vous pouvez importer des noix de cajou qui sont brutes et que leur industrie vont utiliser pour transformer. Mais vous ne pouvez pas importer. Si bien que les Indiens qui achètent des noix de cajou ici, quand ils vont transformer, ils m'ont dit qu'ils ne vont pas exporter vers l'Inde, que ce n'est pas possible, parce que c'est interdit là-bas, et qu'ils vont exporter peut-être vers le Vietnam, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de politiques commerciales qu'il faut associer à Glodigbé. Il y a des marchés captifs, par exemple les kakis des élèves, les tenues des étudiants, tout ça là. Avec les industries textiles, on peut les prendre en charge. Je crois qu'il faut associer un certain nombre de politiques commerciales. Les seules exonérations ne suffisent pas. À des moments donnés, il faut peut-être, c'est vrai, on est dans le texte du MOA, tout ça, mais on peut agir au niveau de la politique commerciale, sinon interdire l'importation de certains produits manufacturés, mais ils mettent suffisamment de taxes pour que ça soit plus difficile de les importer et que la consommation locale puisse s'accaparer de tout ce qui est produit. On reviendra sur cet aspect avec M. Herman Maurice Metton qui est sur ce plateau. Je me tourne vers M. Roland Ribou. Vous êtes à la tête, bien entendu, du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Qu'est-ce qui pourra intéresser véritablement les investisseurs à venir s'installer dans cette zone en termes de facilité? Je pense que ça a déjà été un peu abordé par le professeur. C'est le fait que tout est réuni au même endroit. Vous avez à la fois l'eau, l'électricité, la fibre optique et les services de l'État qui sont sur place. Donc par rapport à un investisseur qui viendrait à Porto Novo, à Ouida, etc., et qui devra aller chercher chacune de ces choses l'un après l'autre, par rapport à des investisseurs qui sont allés, par exemple, dans le cajou, à tel et tel endroit bien situé au milieu de la zone cajou, mais qui doivent tirer l'électricité, qui doivent rechercher l'eau, etc. C'est un avantage énorme. On gagne beaucoup de temps. Et je crois que ça a été dit dans le reportage. En fait, j'ai entendu M. Grambès le dire, l'investisseur n'a à s'occuper que de produire. Tout le reste est garanti. Et même, ça n'a pas été complètement évoqué,
on fait venir la matière première. Donc par exemple, dans le cas du cajou, on garantit que les noix brutes seront sur place. Dans le cas du coton, on garantit bien entendu que la fibre sera là aussi, la fibre de coton. Et donc pour celui qui veut travailler, eh bien, il n'a plus par exemple un cas de coton. Donc il y aura bien sûr des usines qui vont faire le fil, qui vont faire le tissu. Et en dernier lieu, il y aura ceux qui font les t-shirts et autres et qui n'auront à faire que ce qu'ils savent faire. Après, bien entendu, comme disait le professeur, il faut aussi avoir une politique de marketing, d'exportation. Mais ça, je pense que c'est garanti. Ce sont des groupes très importants qui déjà ont leur marché et qui sont venus ici après avoir considéré le coût de production et le prix de vente et qui savent déjà ce qu'ils vont faire. Et en plus, c'est assez prévisible. Le coût final du produit. Tout a été élaboré. D'accord. Alors, en termes de facilité fiscale à présent? Bon, c'est le paradis. Tout le processus. C'est le paradis. Donc déjà, on peut importer les machines sans payer aucun droit. Et ensuite, il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices. Après, il faut considérer que cette zone, c'est comme un pays étranger. Donc, il n'y a pas de TVA non plus, puisqu'on est dans une zone qui n'est plus le Bénin. Donc, c'est assez intéressant. Si on veut vendre, je posais la question à M. Gambès en particulier, si on veut vendre au Bénin ou dans la zone douanière de la CEDEAO, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura un impôt spécifique sur le bénéfice, je pense, pour compenser les énormes avantages qui ont été accordés sur l'idée que ce sera exporté. Alors, tout ça, est-ce que c'est assez de raisons pour permettre à un investisseur de décider de venir au Bénin? Ou est-ce qu'il y a peut-être mieux que ça ailleurs? Vous avez l'ensemble des risques, hein, bien entendu, vous avez le risque pays, etc. Donc, mais par les temps qui courent, je pense que c'est un pari très intéressant de venir investir au Bénin, effectivement, oui. Alors, le chef de l'État l'a dit en France, en ce qui concerne, par exemple, la main-d'œuvre, les droits de grève qui sont réglementés, est-ce que cela vous rassure aussi? Écoutez, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, puisque lorsque le chef de l'État a pris fonction, il y avait déjà dans les tuyaux une mesure que le CIPB, donc mon association, a poussé très fort. C'était l'idée qu'on devait limiter les dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Parce que ça, c'était une astuce très prisée des travailleurs, de mettre l'employeur en faute et puis ensuite aller devant un tribunal qui allait accorder 10, 20 ou 30 ans de salaire de dommages et intérêts. Bon, ça, c'est fini. Cet aspect gênait beaucoup d'investisseurs, c'est ça? Gênait beaucoup d'employeurs, oui, effectivement. Vous étiez toujours, par exemple, les banques, c'est un fait bien connu, et d'autres grandes institutions avaient ce problème-là. Ça, c'est réglé. La souplesse en matière de CDD, CDI, également, c'est réglé aussi. Donc, à partir de là, vous avez tout gagnant, si vous voulez. Hein. Donc, le problème de la grève, c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission, il y avait une spécialité béninoise, très française aussi, de grève dans les services publics, l'éducation, etc., etc. Mais c'est pas seulement ça. Moi, lorsque j'étais directeur général donc, de Flux d'Or, j'ai eu, au bout d'un an et demi d'activité, tout d'un coup, une grève qui a duré des mois et des mois pour transformer les CDD en CDI. Donc c'est un fait qui pouvait toucher également, le privé. Donc ça, c'est maintenant une garantie. Vous avez toute la palette qui fait qu'un travailleur, quelqu'un qui veut se faire embaucher dans une entreprise, va le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire avoir un salaire et puis petit à petit progresser dans l'entreprise, se développer, mais pas pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire attendre le bon moment pour prendre l'employeur au piège et extorquer quelque chose. Donc je pense que l'investisseur qui vient ici au Bénin a une garantie d'être tranquille et de pouvoir travailler avec des gens qui sont là pour travailler. Donc je pense que c'est excellent. Ça va beaucoup plus loin que l'exemple qu'a donné le chef de l'État du droit de grève. Donc je dis c'est toute la palette, droit de grève, CDD, CDI,
dommages et intérêts en cas de litige entre l'employeur et l'employé. Absolument. Madame Evelyne Mtabanizé, directrice générale ITM, justement, vous travaillez sur les ressources humaines avec la zone industrielle de Glodjibé. Quel est le trafic en termes d'opportunités aujourd'hui, les cibles, voilà? Alors aujourd'hui, nous, on accompagne les entreprises qui arrivent, les investisseurs, dans tout ce qui est recherche, recrutement. Et en fait, nous avons deux clients. Le client, c'est l'entreprise qui arrive, mais c'est aussi le candidat. Donc nous accompagnons les candidats en les formant, en les mettant vraiment à niveau pour qu'ils puissent postuler pour ces postes qui arrivent. C'est des nouveaux métiers souvent, et l'entreprise aussi qui veut trouver la meilleure personne. Donc nous sommes vraiment au milieu de tout ça. Il y a vraiment des recrutements tous les jours dans notre cabinet. À votre porte, tous les jours, on reçoit des candidats et on les prépare pour aller. Et donc, nous, c'est vraiment ça. C'est l'emploi des jeunes. Il y aura je pense, 12 000 postes, c'est si j'ai bien compris la dernière fois qu'on m'a dit, d'ici l'année prochaine. Et nous, on se positionne dans ce cas. On est vraiment en train de former des jeunes et c'est notre priorité chez ITM Bénin aujourd'hui. D'accord. Et c'est pour la zone, mais c'est aussi pour le reste. Mais on s'est vraiment spécialisé parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent, qui sont aussi des fois bilingues. Donc nous, on se positionne au milieu des deux. Alors là, dans les médias, est-ce qu'il y a des annonces d'emploi? Ah, il y a plusieurs. Il faut aller sur le site. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. On a des annonces à la télé, à la radio. Donc, on reçoit tous les jours des jeunes. Et c'est vraiment un plaisir de voir comment est-ce que, après 1 mois, 2 mois, vous voyez les gens que vous avez placés dans des entreprises, des gens qui cherchaient du travail depuis des années et qui viennent vous remercier. C'est vraiment... Moi, je vois que ça va. Et on n'est même pas au début. Hein. La plupart des usines sont en construction. On recrute aujourd'hui pour les postes administratifs. Mais d'ici, je crois que la première usine avec laquelle on travaille sera prête en octobre. Mais c'est 350 emplois. Après, c'est plusieurs usines d'ici la fin de l'année. Donc franchement, je pense que les jeunes devraient être prêts, il y aura beaucoup d'emplois. C'est bon à savoir, M. Eman Metton, n'est-ce pas, pour nos jeunes? Oui, c'est très bonne nouvelle. Parce que l'on sait que le chômage est à un taux élevé. C'est ça. Et puis, entre-temps, on a eu à parler de licenciement dans plusieurs structures, ainsi de suite. Je pense que les jeunes ont de quoi maintenant s'apprêter parce qu'il y a de la matière, il y a assez d'opportunités avec Glodjibé, zone industrielle. Mais dans tout ce que je viens de suivre, le reportage de Canal Enquête, c'est bien parce qu'en temps, on a eu à parler de la zone franche industrielle de l'autre côté de Sémépodi, dont on ne voit presque pas souvent ce qui s'y passe. Et je voudrais inviter M. Eric Guédénon aussi à faire Canal Enquête avec cette zone franche. C'est heureux. Je constate qu'avec ce projet, c'est le chef de l'État en personne qui le pilote. Il veille au grain. Il veille au grain et c'est ça qui fait qu'il y a ce boom-là. Et moi, je pense, parce que quand on voit Canal Enquête et tout ce qui s'y passe, zone Glodjibé, zone industrielle, c'est la part du consommateur, c'est ce qui nous préoccupe. Justement, j'allais vous poser la question. Voilà, parce que les questions de production, de la transformation. De transformation à grande échelle, c'est l'extérieur, le marché international qui est visé. Et on se dit, quel est le revenu, qu'est-ce que le consommateur béninois peut espérer? Je pense que M. Roland Ribot, Mme Mtabanizé, ils sont bien placés pour nous dire voilà. Parce que, M. Guédénon, le constat est que quand on parle de production locale, et le directeur l'a si bien dit, il faut viser aussi la production locale. Parce que quand le consommateur entend parler de Glodjibé, zone industrielle, il doit s'attendre à ce que d'ici quelques mois, certains produits soient de bonne qualité, à moindre coût et à sa portée. Est-ce que le consommateur est en droit d'attendre tout cela par rapport à ce qui s'y fait? Parce que en ce qui concerne l'emploi, nous sommes rassurés, on sait qu'il n'y a pas de souci. Je vous donne un exemple banal. Quand vous prenez le poulet local, il est à 2500 à 3000. Alors que les poulets qui doivent leur existence aux chambres froides, quand vous allez dans les chambres froides pour acheter là, c'est à 1500, 1800. Ce qu'on produit ici, ce qui est local est à ce prix. Est-ce que nous allons assister à ça avec
Glodjigbe, zone industrielle, où on ne pourra pas vraiment toucher ce qui a été produit et transformé localement, ça, c'est un souci pour nous. C'est votre préoccupation. C'est notre préoccupation. Et par rapport à l'emploi, moi, je voudrais demander à M. Ribou les facilités qui sont accordées. C'est heureux, hein, qui est l'eau, l'électricité, la fibre optique. Est-ce que vous n'êtes pas dans un rôle de employeur qui va dire à l'employé, écoute, hein, tu connais ton sort, si tu dévies, je peux te remercier, gérer comme tu peux. Est-ce que c'est pas l'investisseur qui organise ça, je pense. C'est non, le cas est tracé, mais est-ce que l'employé ne sera pas en difficulté par rapport à cela? Est-ce que vous serez un peu regardant? Parce que nous, notre préoccupation avec l'emploi que ça va générer, et ça évolue beaucoup, ça il faut dire, parce que quand vous prenez un consommateur, derrière lui, il y a toute une famille. Moi, je vois déjà le boom de Calavi, de Glodjigbe, environnement, le loyer qui va peut-être prendre, le prix du loyer qui va peut-être prendre un coup. Il y aura augmentation, les services liés. Vous comprenez? Donc, moi, je voudrais savoir, le consommateur béninois, est-ce qu'avec Glodjigbe, zone industrielle, il peut s'attendre à des choses moins chères, vraiment moins chères, et de bonne qualité, ou bien c'est l'extérieur qui aura le dessus, puis non, sera toujours à la traîne, même si avec la création des milliers d'emplois, l'environnement économique sera plus ou moins acceptable pour les milliers de jeunes béninois que nous sommes. Ça reste votre préoccupation. Je pense que le professeur était en train de prendre des notes. Vous avez des réactions? Oui, bon, beaucoup de réactions. D'abord, il faut voir le modèle institutionnel qui favorise beaucoup de choses. D'abord, il y a le maître d'ouvrage qui est CIPI. CIPI, comme je disais, sont 5% pour RISE et puis 35% pour l'État. C'est eux qui mettent en place tout le système. Et puis après ça, il y a l'autorité administrative, pilotée par APIES, où il y a un guichet unique. Vous savez, pour faire les formalités, c'est souvent compliqué. Les investisseurs viendront là, et puis... alors que vous avez un seul guichet, quand vous avez là, vous faites toutes les formalités, ce qui est extrêmement intéressant. Et pour éviter les abus, il y a une autorité de régulation, où il y a l'État, il y a CIPI, et puis il y a la BERI, dans laquelle il y a Glodjigbe. C'est à Boumé-Calavi, non? Aboumé-Calavi, c'est un arrondissement. Donc, je crois que le modèle institutionnel est très bon déjà. Et ça permet de résoudre les problèmes de conflit, etc. Maintenant, pour la réglementation du droit de travail, j'avais fait un post Facebook sur ça. C'est ça. Bon, c'est une bonne idée parce que pour l'État, nous sommes tous anonymes. Que vous travaillez ou que moi je travaille, c'est la même chose pour l'État. Dans un pays où il y a des gens qui ne travaillent pas, si on licencie quelqu'un, si un opérateur économique licencie quelqu'un ou l'État licencie quelqu'un, il doit nécessairement employer une autre personne. Donc, pour l'État, ce n'est pas un gros problème que le droit soit flexible ou pas. Et en retour, ça oblige le travailleur à faire vraiment ce qu'on lui demande. Parce qu'en ayant cette peur-là, ça va lui permettre de travailler. Maintenant, je dis dans le secteur privé, ça ne pose pas énormément de problèmes. Parce qu'un patron qui se dit, quand j'ai la facilité de licencier, je vais licencier... C'est son problème, parce que si quelqu'un il a la qualification, il est bon, et vous ne le licenciez pas à abus, pour aller prendre quelqu'un que vous allez former, recruter, tout ça, ce n'est pas intéressant pour vous. Donc vous n'allez pas licencier de façon abusive. C'est vrai qu'à l'intérieur des entreprises privées, il y a ce qu'on appelle les problèmes d'agence. C'est-à-dire, par exemple, le DG, peut-être, n'est pas le propriétaire de l'entreprise, et il peut faire un peu de la pagaille, parce que si ça ne marche pas trop, bon, c'est pas son problème, quoi. Mais l'obligation de résultat? Oui, il a l'obligation de résultat, mais comme ce n'est pas sa propriété, ça peut poser des problèmes. Mais j'imagine mal un propriétaire d'entreprise qui va dire je vais licencier quelqu'un parce que je ne veux pas, je ne l'aime pas ou des trucs comme ça. Si la personne travaille bien, ça ne c'est le résultat qui est important. Et le problème là que j'ai évoqué, ça se retrouve surtout au niveau de l'État. Or, le gouvernement actuel... c'est de confondre un peu le secteur privé avec le secteur de l'État, de leur appliquer le même droit. Or, là-bas, il y a des questions de politique. Vous êtes un directeur quelque part, vous dites, bon, c'est une chose publique. Ceux qui sont sous vous, bon,
si quelqu'un ne vous respecte pas ou bien vous avez des problèmes avec, vous pouvez licencier. Parce que même s'il n'y a pas de performance, ce n'est pas votre problème, quoi. C'est pour tout le monde. Donc, au niveau de l'administration publique, ça pose énormément de problèmes d'appliquer ce code-là. Mais au niveau du secteur privé, je crois qu'un patron d'entreprise ne peut pas faire de caprice, licencier les gens comme il veut, etc. Et pour l'État, comme je vous ai dit, c'est complètement anonyme. Il licencie quelqu'un, il doit nécessairement employer un autre Béninois. Donc, c'est un autre Béninois en train de souffrir, et puis on licencie quelqu'un d'autre, on le prend. Mais peut-être au niveau individuel, ça pose de problème, mais au niveau de l'État, ce n'est pas un gros problème. Parfait. Maintenant... Rapidement. Ah, ok. Bon, de toutes les manières, allez-y. Je peux m'arrêter là. Mais ce que je voudrais dire, surtout quand il y a des sociétés de recrutement comme celle que représente Madame, par exemple, c'est très intéressant pour nous parce que il faut que je revienne à moi-même. Moi, je suis directeur d'une école où on a toutes les filières. Hier, j'en avais parlé à celui qui me présentait le site, qu'à l'INEAM, on a beaucoup de formations. Et que c'est une idée, on a statistique, on a planification, on a gestion des banques et assurances, on a gestion financière comptable, on a gestion commerciale, on a GRH, gestion des ressources humaines, on a gestion des transports et logistiques, on a informatique de gestion. Ah non, c'est l'ENEAM. Oui, mais allez, on va faire un dernier tour de table rapidement. Oui, madame, on commence par madame. C'est justement ce que j'allais dire, même parce que nous, justement, on accompagne les candidats. Ça veut dire que si nous, quand vous êtes dans notre base de données, si vous perdez votre emploi, on vous place ailleurs. C'est ce qui se passe chez nous. Les gens viennent, on vous propose chez un candidat, un client en tout cas, avec qui ne peut pas reprendre et on vous propose en matière absolument. Nous l'avons remarqué sur le site, on a vu des jeunes qui sont déjà dans un centre de formation des métiers textiles et ils ont la main aujourd'hui pour fabriquer des t-shirts et des polos. C'est assez intéressant. Et puis justement, il y a d'autres unités de transformation qui viendront. Ça là, par exemple, c'est une facilité parce que quand j'ai écouté le modèle hier, les industries textiles ne sont pas encore là. On est en train de former les jeunes. Pour anticiper sur ce c'est l'État besoin. qui supporte le coût. C'est l'État qui les paie, un truc forfaitaire avec transport et puis ils ont un repas sur le site, etc. Et puis s'ils sont formés, ils ne vont pas être licenciés facilement parce que justement, vous êtes une entreprise, vous investissez dans une formation par exemple, parce qu'après d'autres investisseurs investissent eux-mêmes. Ils ne voudront pas licencier juste pour licencier. Si vous faites bien votre travail, ils auront investi en fait en la personne. Rapidement, M. Ribou. Oui. Bon, j'ai été interrogé, donc oui, on ne parle pas de poulet là. Hein. Le problème du poulet, c'est qu'il est subventionné en Europe et pas ici. Donc c'est assez logique qu'il vienne d'ici à des prix défiant de concurrence qui sont parfaitement anormaux et illégitimes par rapport à la mondialisation et autres. Là, on parle d'industrie, de textile en particulier, qui petit à petit se délocalise. On va là où la conjonction productivité, coût du travail est la meilleure. Donc la Chine par exemple, la Chine arrive au bout de son modèle, on commence à délocaliser. Vous prenez l'île Maurice où effectivement pendant un certain temps leur industrie de base ça a été le vêtement, le garment comme on dit en anglais, et maintenant ils délocalisent sur Madagascar. La Tunisie, elle aussi, à un moment donné, elle était dans ce système-là. Maintenant, c'est fini. Et je pense que notre zone, actuellement, c'est celle où, avec le Bangladesh, par exemple, où les coûts sont les meilleurs. Et donc, on aura des produits qui seront bon marché. Ils sont bon marché pour tous. Et effectivement, n'ayez pas de crainte. La sous-région fait partie du monde. Hein, donc, par conséquent, lorsqu'on vendra des t-shirts, on les vendra aussi au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, tout ça sera couvert. Et les prix seront les prix mondiaux, c'est-à-dire les prix parmi les meilleurs. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Et là, bon, je n'ai plus à revenir sur le problème du méchant investisseur qui va licencier comme ça par caprice. C'est impossible. C'est un investissement. Lorsqu'on recrute quelqu'un, on le forme. Par exemple, on prend le cas du cajou. Former une femme qui est capable de dépelliculer des amandes de cajou donc de façon efficace, ça prend un an.
on ne va pas la licencier comme ça pour le plaisir, parce qu'on repart à zéro. Donc il y a quand même une garantie du point de vue de l'employeur que tous ces métiers sont des métiers qui sont malgré tout des métiers qualifiés, spécialisés, et où on peut pas jouer avec la main-d'œuvre. Donc ça, on peut être rassuré. Par contre, l'employé, lui, pouvait jouer avec le patron à une époque. Maintenant, c'est fini, on est à égalité. Chacun investit, l'employé investit son temps en espérant de progresser petit à petit, monter dans l'entreprise, et l'employeur a investi dans l'employé pour qu'il soit le plus efficace possible. Parfait. Rapidement, un des mots. Monsieur Malmeton. Non, merci. Le gouvernement, et en particulier le chef de l'État, on a créé les conditions favorables aux investisseurs. Notre souhait maintenant, c'est de faire en sorte pour que le citoyen consommateur... Vive les consommateurs. Il y a investi, il y a une répercussion positive sur l'achat, parce que si le consommateur à l'achat de certains produits n'arrive pas à constater qu'il y a eu diminution de prix par rapport à si, c'est tout comme si on a investi, on a créé de l'emploi, mais parce que tout le monde ne peut pas travailler sur Glodjigbe, zone industrielle, mais dans les vécus quotidiens, les dépenses quotidiennes, si on sent un allègement, ça montre déjà qu'il y a un boom, et nous allons faire en sorte de prier pour que les investisseurs arrivent davantage, mais cherchent les domaines dans lesquels ils vont investir pour soulager davantage le citoyen consommateur, et pour qu'après, nous soyons heureux pour dire, oui, effectivement, le chef de l'État est à pied d'œuvre sur un domaine pareil, et voilà ce que nous sommes en train de bénéficier, et c'est déjà heureux qu'on ait un certain Roland Ribot qui est déjà président, et faire en sorte pour que les investisseurs arrivent davantage, création d'emplois, diminution des coûts, surtout sur les produits. Actuellement, ce qui nous intéresse, en tout cas, le chef de l'État l'a évoqué, les investisseurs français. Oui, le ministre l'a rassuré, hein, peut-être dans la deuxième phase, la troisième phase, on aura l'occasion de les avoir. Deuxième phase, oui. Mais on a fini avec la première phase. Oui. 400 est parti. La première, c'est fini. Non, maintenant, il faut aller à la pêche aux investisseurs. Et c'est peut-être intéressant parce que d'autres métiers, ce ne sera plus le marché mondial, ce sera peut-être la sous-région. Il peut y avoir des collaborations très intéressantes. Je sais que beaucoup de Français maintenant vont au Maroc, par exemple, parce que les coûts sont bien moins élevés, la main-d'œuvre est de qualité, et on peut de là toucher et l'Afrique subsaharienne et l'Europe. On peut très bien aussi venir investir ici dans des sociétés de moindre taille que celles dont on parle actuellement, mais qui vont donner plus de services à l'ensemble de la sous-région et au Bénin. Parfait. Professeur, oui, vous avez encore des informations pour nous? Il y a deux petits points que je vais développer. On va finir avec le premier point, c'est l'aspect logistique qui est développé sur Glodjigbe. C'est extrêmement intéressant. Ils ont de grandes surfaces de stockage, des aires de stockage. Des entreprises ça, c'est de type industriel. pour permettre aux entreprises d'avoir la matière première en tout temps, parce que pour produire 12 mois sur 12, il faut avoir la matière première. Donc, ils ont... Mais moi, j'ai dit, en imaginant un peu, c'est un truc qu'on peut lier à la sécurité alimentaire au Bénin. Parce que si on utilise ces aires de stockage, par exemple, stock de maïs, tout ça, si les industries ne vont pas tout utiliser, on peut revendre une partie pendant les périodes de soudure, et ça peut permettre de résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. La deuxième chose que je veux mettre, j'avais discuté avec un opérateur économique de la CONEB, le CONEB, je ne sais pas. Donc, il me disait, en fait, cette zone-là n'est pas destinée aux opérateurs économiques béninois. Mais quand moi j'ai vu ça hier, j'ai dit non, quel est le problème? Si vous formez des sociétés anonymes, vous pouvez mobiliser de capital et aller prendre de terrain gratuitement dans la zone. Mais si vous dites, je vais faire ça seul en tant qu'opérateur économique, vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut beaucoup d'investissement, il faut des milliards. Mais si vous vous associez, vous formez une société anonyme, vous pouvez aller faire quelque chose là-bas. Merci à vous, professeur. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et de management. Vous préparez la rentrée certainement actuellement. Oui, absolument. Et puis à côté de vous, c'était M. Herman Maurice Metton, président de l'ONG Bénin Conso et droit de l'homme. Merci vraiment d'être avec nous ce soir. Merci. M. Roland Ribot, président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Merci aussi d'être là. Et puis à la fin, Mme Evelyne Dabanizé, directrice générale ITM, qui est donc cabinet de placement et de talent. Merci aussi à vous d'être là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Canal Enquête. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour notre numéro. Absolument.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.